Le Triglav, situé au nord-ouest de la Slovénie, est le point culminant des Alpes juliennes et le plus haut sommet du pays. Ce paysage marqué de vallées encaissées est couvert à plus de 60% par des forêts de feuillus et de conifères. Ces forêts, qui contribuent à l'exceptionnelle diversité végétale du pays, sont un paradis pour les abeilles. L'empreinte de l'apiculture sur l'histoire de la Slovénie est profonde. Un pays où l'élevage des abeilles se perpétue depuis des siècles. C'est le seul pays d'Europe à avoir conservé à travers le temps son abeille autochtone, l'abeille carniolienne Apis mellifera carnica. L'apiculteur Bran Kozink a fait de la défense de cette espèce sa priorité. La densité d'apiculteurs en Slovénie est l'une des plus élevées d'Europe, avec un éleveur pour 200 habitants. Ce sont les ancêtres des Slovènes, installés dans ces contrées dès le VIe siècle, qui ont développé l'élevage de l'abeille carniolienne. Bran, descendant d'une lignée d'apiculteurs, habite le petit village de Les, là où tout a commencé. L'histoire de notre apiculture est très ancienne. Le premier écrit date du 14 avril 1781, le jour où la première association des apiculteurs au monde a été fondée. Un membre de ma famille était à l'époque un des fondateurs de cette association. Ces ruchers pavillons sont courants en Slovénie. Ce sont des structures en bois dans lesquelles les apiculteurs installent les ruches afin de les protéger contre les intempéries et les prédateurs. Un outil idéal quand le climat est extrême et les ours nombreux. Cette ruche, c'est mon grand-père qui l'a construite en 1928. Il a commencé avec un petit élevage de rennes carnica et plus tard, il les a envoyés partout dans le monde. Aujourd'hui, à mon tour, je perpétue cette tradition familiale. Grâce à mes ancêtres, j'ai la plus ancienne souche génétique du monde de l'abeille carniolienne. L'abeille Mellifera carnica est aussi appelée la carniole. Elle tire ce nom d'une région située à l'ouest de la Slovénie. Bran élève des lignées pures, de race carniolienne, en utilisant les meilleures techniques de sélection. L'élevage des rennes est le processus le plus difficile en apiculture. La base de cet élevage, c'est la bonne génétique des rennes. Après, il leur faut un endroit isolé pour la fécondation. Je récupère des larves pure souche pour les déplacer dans les cellules artificielles. Les larves ne doivent pas avoir plus d'1 jour si on veut voir naître une bonne reine. Je ne dois surtout pas les endommager, sinon les ouvrières ne voudront pas les nourrir. L'étape suivante sera d'apporter les ruchettes dans un rucher de fécondation. Mais avant, il faut attendre environ 4 jours que les abeilles referment chaque cellule et que les larves royales se métamorphosent en reines et voir apparaître des cellules royales. Dans les années 1700, les prêtres, les instituteurs et les paysans étaient les principaux apiculteurs. À côté des bâtiments agricoles, des églises ou des écoles,
ont souvent été construits ces petits chalets typiques pour abriter les ruchers. La peinture à l'huile sur les frontons s'est développée lorsque les scientifiques ont découvert que les abeilles étaient capables de distinguer certaines couleurs grâce à leurs yeux composés de 4500 facettes. Environ 3000 exemples de cet art unique ont été préservés. Anya, en parallèle à son métier d'apiculteur, restaure ce patrimoine unique. Elle reproduit aussi les motifs décoratifs des anciens frontons. Bonjour, Anja. Bonjour, Bran. Tu fais quoi? Je suis en train d'accrocher les panneaux. Je viens de les récupérer de mon vernissage. Ils étaient exposés au musée ethnographique de Slovénie et au musée de l'apiculture. Tu vois? Ce qui m'intéresse, c'est qu'au début, les artistes peignaient des motifs religieux et des motifs de protection. Ensuite, les panneaux ont commencé à être peints par les apiculteurs ou les paysans qui avaient un peu de veine artistique. Ça leur a permis à tous de communiquer à travers ces ruches, même avec ceux qui, à l'époque, ne savaient pas lire. Alors, tu vois, ma recherche se porte sur la différence entre celui-ci, fait par un autodidacte, et celui-là, fait par un artiste. On remarque des aspects différents dans la couleur, la technique, les lignes. Tu sais, cette particularité slovène n'existe nulle part ailleurs. Alors, si je ne les reproduis pas, ils vont totalement disparaître. C'est magnifique. C'est important. Chaque forme, chaque couleur évite aux abeilles de dériver. Bien sûr, et de s'orienter vers la bonne ruche. Tu dois encore travailler? Je vois que tu as une idée en tête. Je vais vérifier mon rucher de fécondation comme chaque jour. Tu pourrais venir avec moi pour ramasser des pigments? En effet, c'est pas une mauvaise idée. Les panneaux peuvent attendre. D'accord. Allez, on y va. Le parc du Triglav est le seul parc national du pays. Il entoure la montagne et ses paysages calcaires sur près de 850 km². Chaque année, au mois de juin, Bran déplace sa ruche de fécondation dans la vallée de Khmar, un endroit isolé du parc qui présente des conditions climatiques extrêmes, ne permettant pas la survie de colonies naturelles. Cette transhumance ancestrale, de la plaine à la montagne, a évité les fécondations croisées de la carniolienne. Car dans la région, elle est la seule à supporter les grandes variations climatiques. En hiver, elle peut rester 150 jours dans la ruche, sans sortir. Les mâles sont en train de retourner chez eux. Oui, je les vois d'ici. Ils se font entendre. Ici, c'est une des plus anciennes colonies que j'ai héritées de mon grand-père. Avant d'ajouter une nouvelle reine, il faut détruire les cellules royales. Car une fois ces cellules détruites, les abeilles comprennent qu'elles ne peuvent pas élever leur propre reine. Alors elles acceptent une reine étrangère. Je vais vous donner une belle reine. Il s'agit d'une brusque intervention dans la vie des abeilles. Mais malheureusement, si nous voulons préserver leur meilleure souche génétique pour les générations à venir, c'est la seule solution. D'accord, pour améliorer la génétique. Exactement. Dans les ruches, les reines sont parfois remplacées, car même si elles vivent 10 fois plus longtemps que leurs ouvrières, leur vie ne dépasse pas 5 ans. Bran conseille Anya. Il lui offre la possibilité d'améliorer la pureté de ses reines. En retour, Anya se propose de restaurer les anciennes ruches de la famille Kozinck. Pour les couleurs, elle les trouve dans la nature, en commençant par la roche. Le parc fourmille de terres plus ou moins argileuses, bords de lacs ou d'étangs, et plus ou moins calcaires, coteaux et flancs de montagne.
Ça, c'est bien. Nous nous trouvons dans le bon endroit pour trouver des pigments rouges et jaunes. Le minerai de limonite est composé de ces deux couleurs que l'on utilisait beaucoup autrefois. Parfait. La poussière est si fine que je n'ai même pas besoin de l'écraser. Le mieux, c'est d'en ramasser beaucoup pour avoir un petit stock. Mais d'abord, je vais vérifier quelle couleur je peux obtenir. C'est la couleur qu'il me faut. Un brun rougeâtre. L'abeille Carnica possède la particularité de ne pas être agressive. En bénéficiant de cet écosystème alpin, avec des floraisons successives de fleurs protégées de la pollution, la production de miel de la carniolienne est exceptionnelle. Pour préserver ces précieuses caractéristiques, seule l'Apis mellifera carnica est autorisée en Slovénie et la sélection de ces reines est aujourd'hui placée sous le contrôle permanent du ministère de l'Agriculture. Toutes les reines doivent être marquées d'une petite plaque. Elle se cache ici quelque part. Ah, j'ai trouvé. Ici, une reine a perdu sa marque. Donc, il faut la marquer pour savoir d'où elle vient. C'est pour cette raison qu'il y a un nombre sur la plaque. Grâce à cette information, on obtient un arbre généalogique. On peut les retracer sur 4 générations. Après, ça part dans les archives qui contiennent 70 ans d'informations. La reine est issue d'un œuf fécondé qui a les mêmes propriétés que celui des ouvrières, à une exception près. Sa larve a été nourrie exclusivement à la gelée royale. La reine est la mère de toutes les autres abeilles de la colonie. Ses filles sont les ouvrières, et ses fils, issus des œufs non fécondés, sont appelés les faux-bourdons. Les ouvrières s'occupent de tous les travaux. Les nourrices nourrissent les larves, les cirières construisent des rayons de cire, et les butineuses et les magasinières récoltent le pollen et le nectar. Les faux-bourdons, quant à eux, se laissent nourrir par les ouvrières. Leur seul rôle étant, le moment venu, de féconder les jeunes reines en y laissant leur vie. Allons voir si les faux-bourdons ont éclos. Les cellules de mâles éclosent de faux-bourdons. Et là, nous avons beaucoup de cellules. Super. Cela va me permettre de continuer à travailler. C'est magnifique. Choisir les faux-bourdons, c'est un travail aussi complexe que l'élevage des reines. Car les faux-bourdons transmettent 75% d'informations génétiques, contre 25% transmises par les reines. Dès que la reine sort, les faux-bourdons la poursuivent dans une course effrénée. La fécondation se passera en plein vol. Les faux-bourdons meurent quelques minutes après l'accouplement, leur système reproducteur restant accroché à la reine. Si un mâle n'arrive pas à s'accoupler, les abeilles tenteront de s'en débarrasser, soit en le piquant, soit en le chassant de la ruche. Bran s'applique à éviter la dégénérescence de l'Apis mellifera carnica, une abeille qui, grâce à la longueur de sa langue, peut polliniser plus de 300 fleurs par heure. Les bergers du Triglav sont d'ailleurs très reconnaissants envers le travail accompli par leur abeille autochtone. Tu sais, aujourd'hui, les vaches sont venues comme par magie. C'est vrai? Elles sont venues voir les abeilles. Sveto et sa femme prennent soin d'un grand troupeau de vaches. Ce soir, Bran et Anya sont invités à dîner chez eux. Vous avez vraiment fait tout comme il faut. À ta santé. À la tienne, chef.
Vous avez remarqué le changement que les abeilles ont apporté au paysage ces dernières années. Il y a beaucoup de fleurs maintenant. La végétation est plus vaste, ça se voit. Quand on descend, mes vaches ne mangent que du foin. Ici, en revanche, elles se régalent. Oui, c'est le résultat de la fécondation. Mais c'est également important pour les abeilles sauvages et les bourdons. Quand tes abeilles fécondent les plantes, les abeilles sauvages, elles ont aussi plus de nourriture. Tout est bien connecté. Mais à la fin, les plus heureuses sont les vaches. Quand est-ce que tu fais redescendre tes abeilles? Vers la fin août. La saison est courte ici. Pas le choix. Si je veux préserver la génétique de mes abeilles, je dois les amener ici, loin de la ville. Les autres apiculteurs trouvent ça drôle, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne pensent pas aux conséquences. Tu sais, j'ai un voisin qui pulvérise ses fleurs dans l'après-midi. Il fait pchut-pchut quand il fait beau. Ça, ce n'est pas tout le monde. Tu sais, j'ai remarqué que ceux qui ont des vignes ne pulvérisent qu'en fin de journée, quand les abeilles dorment. Ce n'est pas tout le monde, malheureusement. Les pesticides, l'ennemi numéro 1 des abeilles. En pulvérisant, les agriculteurs détruisent l'équilibre naturel. Ironie du sort, ils pensent protéger les plantes, mais ils tuent les abeilles, celles qui les pollinisent. En slovène, le mot umreti, mourir, est uniquement utilisé pour les hommes et les abeilles. Pour Bran, l'abeille est élevée au rang des hommes. Parfois, il ne parle pas de reine mais de mère, pas de colonie mais de famille. En Slovénie, les apiculteurs vivant exclusivement de la récolte de miel sont de plus en plus rares. Bran sait que la préservation des abeilles slovènes passe par la transmission de son savoir. Regardez, je vais l'ouvrir. Ça sert d'isolation, la chaleur monte. Voilà. Approchez-vous. Ici, nous avons un petit magasin à miel. Voilà. C'est quoi? Du miel? Un peu de miel. Ici, on a un couvain de bourdons et un couvain d'abeilles. Nous allons enlever le miel? Pas encore. Nous ne pouvons pas extraire le miel tant qu'il y a le couvain. D'accord. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici. Voilà le miel. Elles ont commencé à l'apporter ici. Et celles-ci apportent du miel? Elles font comme ça quand le miel n'est pas encore solide. Elles le prennent et le portent ailleurs de manière à couvrir toute la surface et à faire évaporer l'humidité le plus vite possible. D'accord. À l'école, les élèves ont 2 heures de cours d'apiculture par semaine. Avec Bran, c'est plutôt travaux pratiques. Ce jour-là, cours de marquage. Les faux bourdons n'étant pas munis de dard, aucun risque pour les enfants. Je vais sortir un cadre et vous allez marquer un faux bourdon. Tu prends lequel? Celui-là? Attrape-le au moins par 3 pattes. Si tu lui presses trop l'abdomen, tu peux le tuer. C'est une colle spéciale? C'est une colle neutre, la moins agressive possible. Il faut presser un peu, pas avec le doigt. Relâche-le. Bien. Allez, au suivant. Tu prends lequel?
J'en ai choisi un sauvage. Ça va? Bravo. Pour obtenir le blanc, j'utilise différentes craies et je les mélange avec de l'huile de lin. Il y a 3 phases pour la peinture des panneaux. La première phase, c'est la base. La seconde, c'est le motif. Et la troisième, c'est la bordure, ici. Ici, j'ai opté pour une base déjà dessinée sur un papier perforé afin d'obtenir le motif désiré. Les rayons ligneux du bois d'épicéa sont étroits et assez minces. C'est grâce à ce bois que les panneaux de ruche d'autrefois étaient vraiment plus résistants. Quand le bois se dilate, l'huile de lin respire avec lui. Pour imprimer les contours des images sur ces planches d'épicéa, les anciens utilisaient des pochoirs en carton. Au fil du temps, les images, même délavées par les intempéries, ont conservé leur relief. Cette technique a permis à Anya de reproduire plus facilement les motifs d'origine. En utilisant les pigments, on obtient vraiment un effet différent par rapport aux couleurs déjà préparées. Les granulés pigmentaires ressortent plus. Si je ne me trompe pas, je suis la seule à reproduire ces frontons. Avant, les gens sacrifiaient plus de temps pour préparer leurs ruches. Ils aidaient les abeilles à retourner chez elles. Pendant un moment, les scientifiques ont écarté cette explication. Pour eux, les abeilles avaient d'autres mécanismes pour trouver leur chemin. Mais de nouvelles recherches ont confirmé que cette solution permettait aux abeilles d'explorer le territoire avec le souvenir du dessin sur leurs panneaux et que le retour à la maison était plus facile. Le travail de sauvegarde des Slovènes est suivi de près par certains apiculteurs européens dont les abeilles sont issues de la même souche. Ce jour-là, Valentin a fait le voyage depuis l'Autriche. Dans ses bagages, il apporte ses reines carnioliennes. Son objectif est de revitaliser leur profil génétique afin d'éviter la consanguinité. En apportant tes reines ici pour leur fécondation, ça permet de répandre une diversité de la Carnica qui est importante. Si nous n'avions qu'une toute petite population, nous arriverions vite à des relations génétiques très étroites, une consanguinité dangereuse. La population commencerait à stagner, voire à dégénérer. Notre génération a déjà fait beaucoup trop d'erreurs à ce sujet. C'est vrai. Il ne faut pas oublier que cette espèce évolue ici depuis des milliers d'années. C'est notre devoir de les sauver, pour l'avenir, pour la culture et pour la nature. Heureusement, nous avons encore les Alpes et ces belles vallées à leur offrir. Pour Bran, l'élevage de rennes Carnica est un plaisir, doublé d'une nécessité, et une étape vitale pour l'avenir des exploitations apicoles. S'il fait partie des éleveurs strictement sélectionnés et classés par l'État, il est le seul à exporter ses rennes dans le monde entier. Bran ne propose que les meilleures souches, avec les qualités originelles de la Carnica. Mais il ne se prétend pas propriétaire d'une marque, bien au contraire. Alors il forme, s'informe, mais aussi et surtout
prend un réel plaisir auprès de personnes qui partagent la même passion.